Alors, vidéo numéro 2 concernant le TP, notion d'équilibre chimique. Alors, dans la vidéo numéro 1, j'avais expliqué les différents documents. Notamment, dans le document 2, j'avais expliqué la différence entre une réaction totale et une réaction non totale. Dans le document 4, j'avais expliqué donc réaction totale et non totale. Non totale, c'est nouveau. J'avais expliqué la définition du quotient de réaction qui se calcule à partir de la concentration des réactifs et des produits. OK, qui se calcule soit dans l'état initial, soit dans l'état final, soit dans les états intermédiaires. À quoi sert ce quotient de réaction? Ça, c'est totalement nouveau ici. Quotient de réaction. Il sert en fait à prévoir dans quel sens va évoluer le système chimique, dans le sens direct ou indirect. Alors ça, c'est pas franchement évident, donc je le reprendrai en cours, évidemment, mais au travers de la vidéo, si vous pouvez faire une première approche, ça serait pas mal. Voilà, j'ai expliqué dans la vidéo 1. Dans la vidéo 2, je vais m'attacher à donner quelques éléments de compréhension des questions. Alors, je ne vais pas y répondre exactement, mais je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez répondre sans problème. Alors, dans la manipulation 1, on avait mélangé. Alors déjà, on étudie la réaction, je rappelle, entre Fe3+ et Sn-, qui sont des ions donc dissous en solution aqueuse, qui donnent une espèce qui est aussi dissoute en solution aqueuse. Attention, ce n'est pas un précipité là, ce FeSN2+, c'est dissous, mais il a la propriété de colorer la solution en rouge. En rouge. Ok, c'est ce qu'on appelle un complexe, c'est un ion complexe. D'accord? C'est surtout pas un solide, hein. La solution n'est pas devenue trouble quand on a rajouté les deux réactifs. Alors, on est parti du même mélange initial. 30 ml de l'un, 30 ml de l'autre à une certaine concentration. Même état initial. Donc, on a mélangé. Instantanément, l'état final a été atteint. Donc, on a abouti au même état final dans les trois béchers. À partir du moment où ça diverge, c'est quand on rajoute dans ces trois béchers des choses différentes. Et on a eu, quand on rajoute de l'eau distillée, ça sert témoin de couleur. Quand on rajoute du Fe3+, c'est plus foncé que le bécher 1. Et quand on rajoute du Sn-, c'est plus foncé que le bécher 1 aussi. Rouge plus foncé. Alors, comment interpréter ça? Alors, en fait, cette manipulation 1, elle permet d'expliquer si la réaction étudiée est totale ou non totale, cette réaction ici. Est-ce qu'elle est totale ou non totale? Alors, pour simplifier, j'ai appelé A le réactif Fe3+, B le réactif Sn-, et C le complexe rouge. Donc, on a trois béchers, 1, 2, 3. On est parti du même état initial, on arrive au même état final, puisque c'est issu du même mélange. OK, donc on a mis une certaine quantité Ni2A, Ni2B, 0 de C dans les trois. C'est issu du même mélange. L'état final est le même. Donc là, je n'ai pas tout réécrit. L'état final est le même. OK. Et ma question est de savoir, à départager, est-ce que la réaction est totale ou non totale? Si elle était totale, le réactif A ou le réactif B, voire les deux en même temps, leur quantité serait nulle dans l'état final. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Si elle est non totale, les deux réactifs A et B, leur quantité n'est pas nulle dans l'état final. Ça veut dire qu'il reste du A et du B dans l'état final, des deux. Ça, c'est totalement nouveau comme type de raisonnement. Alors, donc on a les trois béchers issus du même mélange, même état initial, même état final. On rajoute de l'eau dans le premier, du A, c'est-à-dire Fe3+ dans le deuxième, et du B, c'est-à-dire du Sn- dans le troisième. Et on observe des couleurs différentes. Comparons le bécher 2 et le bécher 1. Je ne donne pas la réponse, je donne quand même une piste vraiment très très claire pour répondre à la question, de quoi j'espère. Je vous rappelle qu'il faut expliquer si la réaction est totale ou non totale. Alors, j'ai rajouté à partir de l'état final du A et c'est devenu plus foncé que dans le bécher 1. Pareil pour le bécher 3 par rapport au bécher 1. Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc là, il faut interpréter les deux résultats du bécher 2 et du bécher 3 par rapport au bécher 1 pour savoir
Donc je rappelle donc, que j'ai rajouté du A et il s'est passé quelque chose, c'est devenu plus foncé. Rouge plus foncé, ça veut dire qu'il s'est formé encore plus, un peu plus de C par rapport au Béchar 1. Pareil pour le Béchar 3, j'ai rajouté du B et c'est devenu un peu plus foncé que le Béchar 1. Ça veut dire qu'il s'est formé un peu plus de C par rapport au Béchar 1. Bon, là je crois que c'est assez clair. En tout cas, j'espère. Manipulation 2. Manipulation 2. Alors, on a préparé différents mélanges selon le tableau indiqué. Bon, on nous donnait les concentrations en complexe rouge-sang. Bon, ok, on admet ces concentrations, on ne cherche pas trop à savoir d'où viennent ces valeurs-là, mais bon, on nous les donne, donc on est content. Et on a mesuré l'absorbance à une certaine longueur d'onde. Alors déjà, pourquoi régler à cette longueur d'onde? Bon là, il suffit d'utiliser le bon document, une bonne justification, on a vu ça plusieurs fois. Ok, après on s'est servi de la mesure de l'absorbance et de les concentrations en complexe rouge-sang qui étaient données pour trouver la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire l'absorbance en fonction de la concentration. Donc en fait, si on réfléchit bien, la courbe d'étalonnage nous permet de trouver la relation. Si la concentration en complexe n'est pas trop élevée quand même, elle devrait être l'absorbance proportionnelle à la concentration de FeSN, de plus que j'appelais C ici. Voilà. Donc en fait, la courbe d'étalonnage me permet de trouver la constante de proportionnalité ou directement utiliser la courbe pour après faire le lien entre l'absorbance et la concentration. Parce que dans la manip 3, je vais avoir l'absorbance d'autres mélanges. Ça me permettra de trouver la concentration des nouveaux mélanges en complexe rouge-sang, FeSN de plus. Voilà, puisque je vais évidemment réexploiter la même valeur de K que dans la manipulation 2, puisque je suis dans la même longueur d'onde et je mesure l'absorbance de la même espèce. Voilà. C'est quand même, on pourrait utiliser la barre de K sous condition quand même, hein, parce qu'on a la même longueur d'onde et voilà, on a les mêmes espèces dans le mélange. OK. Donc ça, la manip 2 nous sert pour la manipulation 3 en fait, hein. C'est la manipulation 3 qui est importante en fait dans les calculs. La 2, c'est un intermédiaire qui nous sert pour la manip 3. Donc la manipulation 3, on fait de nouveaux mélanges. OK. On mesure les absorbances. Et après, il faut remplir tout le tableau. Alors, trouver le volume total, sachant qu'on a mélangé ça et ça, dans les M1, M2, M3, M4, M5, je pense que ce n'est pas hyper dur. Ah, c'est la mesure de l'absorbance qu'on a faite. Là où les choses se compliquent, c'est sur cette ligne. Voilà. Alors, non, c'est pas ici. Donc, il faut commencer par remplir le tableau d'avancement que j'ai donné à la fin de l'énoncé. Donc, de manière assez classique, hein. NI, NI. Donc, dans les mélanges, manipulation 3, donc les mélanges M1, M2, M3, M4, M5, on ne met pas de complexe rouge au sang au départ, donc ici 0. État intermédiaire classique, évidemment, les, euh, les nombres stoichiométriques sont égaux à 1 ici. Donc ici, moins x, plus x. Et dans l'état final, attention, bon, alors, si vous avez compris, dans la manipulation 1, en fait, on va arriver à la conclusion que la réaction est non totale. Donc, c'est plus x max qu'il faut utiliser, mais xf. Donc, en fait, on a ni moins xf, et tout ça, ça représente nf de Fe3+. Pareil, ici, il faut bien utiliser xf, sinon on ne comprend plus rien, hein. Pour une réaction non totale, xf, pour une réaction totale, nf, pardon. Pour une réaction totale, on utilisera x max. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande compléter ta évolution. Bon, c'est fait. Montrer que l'avancement final et XF, concentration finale, fois volume total, attention, volume total, ça faudra justifier pourquoi.
Bon, mais je crois qu'en regardant le tableau de lancement, ça se voit dans la dernière colonne, ça se voit assez. Voilà. On va trouver XF à partir de la quantité finale de FeSN2+, qui est liée à la concentration et au volume total. J'en dis pas plus, j'ai quasiment tout dit. OK, intérêt de la manipulation 2, en fait, j'ai déjà répondu. Et après, on veut aussi, pour chaque mélange, M1 jusqu'à M5, trouver les quantités finales des réactifs. Des réactifs. OK, on connaît les quantités initiales de chaque réactif. En fait, il nous faut avoir la valeur de XF. OK. Donc là, tout se passe de la compréhension du tableau et des différentes relations que l'on a. XF, on le trouve à partir de la quantité de matière finale de complexe rouge au sang. La quantité finale de complexe rouge au sang, elle est reliée à la concentration et au volume total. Ah, volume total, on connaît. Et ça, cette concentration finale, comment on la trouve? Ah, je ne lis pas tout non plus. Bon, question 6. Le but final, en fait, de cette manipulation 3, c'est de calculer le quotient de réaction finale. Donc, il faut avoir compris, évidemment, précédemment, la vidéo numéro 1, comment on calcule le quotient de réaction finale dans l'exemple qui nous est proposé. Final, hein? QRF, dans l'état final. Voilà, dernière ligne. Alors d'abord, écrire l'expression littérale du quotient de réaction en fonction de tous les paramètres, toutes les données du problème. Ça, c'est franchement pas évident. Calculer les valeurs, différentes valeurs et comparer. Voilà. Pour répondre à la problématique numéro 2, qui est: existe-t-il une grandeur constante indépendante de l'état initial? On a fait 5 mélanges M1 à M5 qui correspondent à 5 mélanges initiaux différents. Et est-ce que ces 5 mélanges initiaux aboutissent en fait au même quotient de réaction finale? Est-ce qu'on obtient aux incertitudes de mesure près, pour les mélanges M1 à M5, le même quotient de réaction finale? Alors, ça paraît peut-être bizarre. Voilà, c'est la question. Alors, il y a une deuxième partie dans la question 2, permettant de caractériser l'état d'équilibre d'un système chimique. C'est ça l'idée directrice. Alors là, il y a un peu de calcul quand même, hein. Un peu de calcul, bien utiliser le tableau d'avancement. Voilà, alors là, cette question-là, QRF en fonction de différentes quantités, c'est pas si simple que ça. Il faut trouver l'expression de QRF grâce à la définition de QRF. Et après, petit à petit, réinjecter toutes les relations qu'on a trouvées précédemment. Pas si simple que ça. La manip 4 ressemble fortement au niveau interprétation à ce qu'on a fait dans la manip 1. Manipulation 1. Voilà. Bon, je ne m'étends pas trop là, je dis pas mal de choses. Je pense que vous avez tous les éléments pour rédiger le TP. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser sur Slack, il n'y a pas de souci. Ou quand on se reverra lundi ou mardi. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.